Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'école du futur. Au programme aujourd'hui, c'est notre focus. Des conditions de travail difficiles favorisent-elles l'apparition de cancer chez les travailleurs? C'est la question que s'est posée justement une chercheuse récompensée l'année dernière pour ses travaux et qu'on va vous présenter dans un instant. Et puis elle a une idée derrière la tech. C'est Milly Adaï qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Milly. Bonjour. De quoi allons-nous parler avec vous aujourd'hui? Nous allons aider nos enfants à devenir fous amoureux de l'apprentissage. Eh bien, on voit ça tout de suite. Et puis juste d'abord, c'est notre question du jour. Samedi prochain aura lieu la journée nationale des 10. Focus aujourd'hui sur la dyslexie, un trouble de la lecture qui se manifeste par des confusions et inversions de sons et de lettres, des fautes d'orthographe aussi, voire une écriture lente et illisible. Ça, c'est l'assurance maladie qui le dit, pardon. C'est justement pour libérer le cerveau du lecteur afin que son attention soit portée au sens plutôt qu'au décrochage que la société Moby 10 propose une bibliothèque numérique et puis un catalogue de livres aussi adaptés pour les enfants dyslexiques. On va en parler avec notre invitée du jour, Anne Tay. Vous êtes la directrice générale adjointe de Moby 10 justement. Bonjour, bienvenue dans l'émission. Bonjour, merci. De tout ça, on en parle dans un instant, mais d'abord, place au focus. Début octobre 2022, 35 femmes ont été distinguées par le prix Jeunes Talents remis par la Fondation L'Oréal et l'UNESCO. Aujourd'hui, focus sur l'une d'entre elles. Christine Barulle, cette chercheuse pleine d'espoir, étudie depuis un certain temps les éventuels liens de causalité entre les conditions de travail et l'apparition du cancer. Son portrait est signé Xavier Terrade. Peux-tu te présenter déjà? Je m'appelle Christine Barulle et je suis chercheuse en épidémiologie, particulièrement en santé au travail, et je suis basée à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe. Christine Barulle fait partie des 35 femmes à avoir reçu le prix Jeunes Talents 2022, remis par la Fondation L'Oréal et l'UNESCO. Elle a été récompensée pour son étude baptisée Exposition professionnelle et cancer, du rôle individuel des expositions vers l'effet cocktail et l'exposome professionnel. Alors mes intérêts de recherche concrètement, c'est de savoir si les conditions de travail vont provoquer plus tard l'apparition d'un cancer ou favoriser le développement du cancer. Cette chercheuse, qui évolue au sein de l'équipe d'épidémiologie en santé au travail et ergonomie sur le site Antilles en Guadeloupe, a d'abord fait un premier post-doctorat au Québec lors duquel elle a étudié le rôle du travail de nuit et de certaines expositions chimiques dans la survenue du cancer de la prostate. Sa thèse portait sur l'exposition professionnelle aux solvants et le risque de cancer des voies aérodigestives supérieures. Les recherches essentielles d'une post-doctorante qu'on a parfois cherché à mettre de côté, notamment à cause de sa vie privée. Mais il n'était pas question pour elle de laisser tomber. Par rapport au moment où j'ai décidé de faire un enfant, ça n'a pas été très apprécié de certains collaborateurs. Mais en fait, j'ai tout contourné. Et puis j'aimais surtout ce que je faisais. Je suis passionnée par mon métier. Et donc... Une femme donc passionnée par son métier qui cultive l'espoir d'améliorer la santé en milieu professionnel. Désormais devenue une femme inspirante, Christine Barulle s'est construite avec des modèles qui prouvent qu'elle ne compte pas s'arrêter là. Oui, alors j'en ai plusieurs. Actuellement, c'est Michelle Obama. Il y a quelque chose qu'elle dit que j'aime beaucoup. Elle dit l'échec, c'est d'abord un sentiment avant d'être une réalité. Et ça, pour moi, quand tu as compris ça, tu as tout gagné. Celle qui a pour le moment gagné le prix L'Oréal, avant, elle veut y croire d'autres victoires futures dans le domaine de la santé et persuadée que la confiance en soi est la clé du succès. 8% de la population souffre de troubles 10. Partant de ce constat, Moby 10 a souhaité justement donner aux jeunes lecteurs le pouvoir de la lecture grâce à l'intelligence artificielle et à ses livres numériques qui contiennent notamment des aides à la lecture. Et on va voir ça dans un instant. Aujourd'hui, elle a mis sur le marché plus de 700 livres à destination de 500 établissements scolaires et plus de 230 000 élèves abonnés à sa bibliothèque en ligne. C'est une initiative utile et nécessaire qu'on vous présente aujourd'hui dans l'école du futur. Et on en parle dans la première partie du talk. Et aujourd'hui, à nos côtés pour en parler, Anne Tay, directrice générale adjointe de Moby 10. Moby 10, c'est une start-up nantaise et vous proposez aux établissements scolaires, aux bibliothèques publiques et aux associations des plateformes numériques pour faciliter justement la lecture et l'apprentissage. La démarche vise en priorité les enfants atteints de troubles 10, dyslexie, dyspraxie, etc. Mais le principe est en fait généralisable à tous les publics qui sont plutôt réfractaires à la lecture, c'est ça ?
Oui, tout à fait. Aujourd'hui, Mobidis propose des offres de bibliothèque numérique. L'offre principale, elle s'appelle Sondo. Elle concerne les publics scolaires et donc elle est diffusée aujourd'hui du primaire à la terminale dans des établissements scolaires, notamment avec le soutien des collectivités. Et donc sur le NC de ces établissements scolaires, les élèves vont retrouver les livres que leurs enseignants leur prescrivent dans un format numérique qu'on a développé et en fait qui va pouvoir proposer des aides à la lecture, c'est-à-dire une possibilité d'agrandir les caractères, d'avoir recours à de l'audio, d'avoir une mise en page adaptée et personnalisable selon les besoins de l'élève. Alors justement, est-ce que c'est cette sorte de trousse à outils d'aide à la lecture qui est votre valeur ajoutée par rapport aux concurrents qui, on le sait, aident aussi, il y a des initiatives similaires d'aide à la lecture chez les enfants. C'est ça votre différence, c'est cette sorte de trousse à outils pour les enfants ? Alors je dirais qu'il y a plusieurs choses. Effectivement, le fait d'avoir intégré ces aides à la lecture dans les livres, ça permet aux élèves d'être autonomes, c'est-à-dire de ne pas porter la charge de la compensation en ayant recours à des outils où ils doivent eux-mêmes travailler la mise en page. Ici, c'est un petit menu, on appuie sur un bouton, on a la colorisation des syllabes qui apparaît par exemple, où on peut l'activer, la désactiver. Et puis l'autre chose, je pense aussi, c'est le catalogue. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nos partenaires éditeurs, qui sont les grands éditeurs que chacun connaît, nous ont permis de verser au catalogue de Sondo des livres qui sont demandés par les enseignants, des livres qui sont lus par les élèves, que ce soit en lecture prescrite, en lecture plaisir. Et on a des titres aujourd'hui que tout le monde connaît, Petit pays de Gaël Faye, on a des J'aime lire dans notre catalogue, des livres peut-être que tout le monde a lu, y compris les parents qui s'y reconnaissent aussi. Alors effectivement, Sondo propose un catalogue, vous l'avez dit, de près de 700 titres, c'est ça ? C'est ça, tout à fait. 700 titres pour les programmes scolaires, pour les écoles primaires, les collèges et les lycées. Quels sont les intérêts justement tout particuliers de ces bibliothèques numériques pour les enseignants et pour les élèves au-delà de cette trousse à outils ? C'est effectivement votre travail depuis des années avec des éditeurs qui permettent justement cette richesse littéraire pour chacun d'entre eux ? Oui, tout à fait. On va vraiment aller chercher, sélectionner avec soin les livres qui entrent dans notre catalogue. 700, c'est vraiment 700 titres qu'on a choisis un à un pour correspondre vraiment au programme scolaire. Et puis ensuite, la valeur ajoutée, je crois qu'elle est aussi, tout à l'heure vous disiez, en fait, ça peut toucher plus d'élèves. Nous, on a pensé nos livres d'abord pour ces publics 10 avec des outils qui sont conçus pour eux. C'est à partir de leurs besoins qu'on innove. Mais ces outils, ils vont être, et ces bibliothèques, elles vont aussi être utiles pour d'autres élèves. Des élèves allophones, donc, dont la langue maternelle n'est pas le français, on a une collection spécifiquement pour eux. Des élèves qui, en fait, n'ont pas forcément facilement accès aux livres, parce qu'ils n'ont pas forcément les moyens, ou pas de bibliothèque, pas de librairie tout près de chez eux. Et puis aussi des très bons lecteurs qui trouvent ça tout à fait pratique d'avoir une bibliothèque dans leur poche sur leur téléphone mobile. Le livre, en fait, il va pouvoir être disponible pour tous ces élèves. Et je crois que là où on atteint une symbolique qui est intéressante, c'est quand les enseignants eux-mêmes s'en saisissent. On voit des enseignants, notamment du premier degré, qui vont projeter ces livres au tableau. Et là, l'outil qu'on aurait pu penser être restrictif pour un élève 10 qui utiliserait ça un petit peu dans son coin, il va être tout à coup exposé, partagé dans une pratique qui va être collective, par exemple de commentaires d'images sur un tableau numérique interactif. Et là, je crois qu'on est vraiment dans ce qu'on peut appeler l'inclusion. Alors justement, effectivement, une autre de vos différences, c'est que les enseignants n'ont plus vraiment besoin aujourd'hui d'adapter leur support de cours, puisque ce sont les élèves qui peuvent le faire eux-mêmes depuis votre plateforme. Ça permet aussi de réussir à lire les mêmes livres que chacun des camarades quand on est un élève 10, et je pense que ça fait toute la différence, c'est ça ? Oui, tout à fait. L'idée, c'est vraiment de donner accès à la même richesse littéraire, à la langue écrite, et même quand on l'écoute, puisqu'on a aussi une fonction audio dans nos livres. Mais pour nous, ce qui est important, c'est vraiment de trouver des moyens pour que ces élèves aient accès à la langue de ces auteurs. La langue écrite n'est pas la même que la langue parlée. Elle permet aussi d'acquérir d'autres vocabulaires, d'autres formes syntaxiques, et puis une richesse aussi culturelle, une base commune de culture qui est cette culture scolaire. Et on a envie que ces élèves qui ont des difficultés avec la langue écrite, mais qui par ailleurs ont la même intelligence que les autres, puissent avoir accès à ces textes.
Et donc justement, comment ça fonctionne? Vous travaillez avec chacun des établissements scolaires un par un? Vous travaillez avec des académies plutôt? Comment vous arrivez à déployer cette plateforme en France? Ouais, aujourd'hui, principalement, on travaille avec des collectivités et les académies aussi référentes. Ça peut être donc des collectivités qui décident d'équiper tout ou partie de leurs établissements scolaires. En cette rentrée, par exemple, le département de la Vienne a mis à disposition une partie de nos collections sur le NT de ses collégiens. Le département de Seine-et-Marne fait la même chose avec un premier lot d'établissements pilotes, 13 établissements qui sont équipés cette année et qui servent vraiment de pilote pour un déploiement qui pourrait se développer l'année prochaine, ou encore des écoles à Marseille. Donc là, on est vraiment en lien avec des collectivités. Et puis, bien sûr, on a l'accompagnement des académies qui viennent former les enseignants, puisqu'on ne l'a pas dit, mais c'est aussi quelque chose de très important dans la prise en charge des élèves lys. Et c'est ce que vous faites aussi? Alors nous, on vient les accompagner sur la prise en main de l'outil et aussi sur la prise en main d'un outil qui est numérique, ce qui n'est pas forcément évident pour eux. On essaie aussi de créer un réseau qui leur permet de partager leurs bonnes pratiques. Mais on va aussi beaucoup compter sur les inspecteurs et puis les conseillers pédagogiques qui, eux, vont avoir ce savoir-faire disciplinaire pour voir comment l'outil numérique vient vraiment s'intégrer dans un dispositif qui va aussi permettre d'avoir recours à du livre papier pour d'autres élèves et puis se déployer dans une séquence pédagogique simplement. Ça, c'est important, je pense, pour les enseignants dans leur quotidien. Effectivement, j'imagine que ça change tout. Et puis, vous en avez parlé de la formation au numérique des enseignants. La crise du Covid aussi a renforcé les usages numériques pour tous. Est-ce que cela a conduit aussi, pour les collectivités, au fait de maintenir leurs investissements dans des solutions comme la vôtre, dans l'accompagnement aussi de la lecture chez les enfants, appuyer quelque part leurs efforts, notamment en direction de la formation des enseignants sur ces sujets ? Oui, je crois qu'aujourd'hui, notamment dans les territoires numériques et éducatifs, qui sont donc un grand programme qui touche aujourd'hui 12 départements, on a vraiment des projets qui pensent à la fois le déploiement de matériel, de ressources et de formation de manière conjointe. C'est le cas, par exemple, dans le territoire de la Vienne, c'est le cas aussi dans les Bouches-du-Rhône, je citais Marseille tout à l'heure. Ça permet de déployer du numérique de manière peut-être plus concertée avec les acteurs de terrain. On est toujours à chercher la bonne formule. Il faut essayer d'embarquer, et ça prend du temps et c'est normal, les enseignants, de leur faire comprendre aussi qu'il ne s'agit pas d'utiliser du numérique pour du numérique, mais qu'il y a un vrai intérêt pédagogique. C'est vraiment ça, c'est la question d'abord de la lecture, je crois, qui va intéresser les enseignants chez nous. Et puis vous avez aussi agi, si je reviens un instant sur le Covid, afin d'assurer la continuité pédagogique. Vous avez également proposé vos contenus gratuitement pour tous les collégiens. Est-ce que ça a permis quelque part une explosion de l'utilisation de Moby10 en France? J'imagine qu'ils ont apprécié l'initiative. Oui, en fait, notre offre est apparue en septembre 2019. Donc après un trimestre, on s'est retrouvés dans le Covid, comme tout le monde, et ce confinement. Effectivement, on a ouvert nos contenus gratuitement avec la bénédiction de nos éditeurs partenaires. Ça a permis de nous faire connaître. Ça nous a permis aussi de voir qu'il y avait beaucoup de demandes du côté des bibliothèques publiques sur la lecture plaisir et de développer cette offre qui s'appelle Bibliodyssée, qui est aussi aujourd'hui disponible sur des portails de bibliothèques publiques. Et ça nous a même permis aussi de développer l'offre jusqu'au Québec, où aujourd'hui nous diffusons une partie de nos collections auprès de l'intégralité des écoles du Québec sur une plateforme ministérielle. Et bien justement, on va continuer à en parler, si vous le voulez bien, dans un instant. Et puis on va aussi parler de vos avancées technologiques aussi, puisque c'est ça aussi qui fait votre différence. Mais de tout ça, on va d'abord faire un petit tour du côté de la planète tech. Images, vidéo, c'est le Zap et c'est l'œil d'Edouard Deniau.
So, up. Mine is going. And then, all right, where am I going? Okay. Land it in this square. I'm not sure how to get it down to the floor. They can press the button and angle down. You gotta make sure you're standing. To the B, it's M 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 to the B, bang. Et voilà, on est de retour toujours sur le plateau de l'École du Futur et en compagnie de notre invitée Anne Tay, directrice générale adjointe de Mobidis. Mais juste avant, Anne, de reprendre nos discussions, on va laisser place à la chronique de Milly Adaé qui a une idée derrière la tech. Alors Milly, avec vous, on va tomber amoureux de l'apprentissage. J'en suis convaincue, l'école du futur commence à la maison. Le désir d'apprendre est quelque chose qui est inné chez l'être humain. Il n'y a qu'à observer les bébés qui, dès le plus jeune âge, s'intéressent au monde extérieur par le toucher, par la recherche de sensations et en mettant les choses à leur bouche. Mais malheureusement, plus les enfants grandissent, plus ils se détachent de l'apprentissage. Et ça, c'est problématique pour leur future orientation. Alors justement, comment aider nos enfants à développer une véritable passion pour l'apprentissage ? Je vais vous partager des stratégies pour susciter la curiosité et l'enthousiasme de nos enfants pour le monde de la connaissance. Tout d'abord, il est vraiment important de comprendre que les enfants naissent avec une curiosité naturelle. Dès leur plus jeune âge, ils posent des questions et explorent le monde. En fonction de leur tranche d'âge, nous pouvons avoir des questions comme « Pourquoi le ciel est bleu ?» et ou pour les plus grands, des questions comme pourquoi il y a la guerre dans tel ou tel pays. La première étape consiste donc à écouter attentivement les questions de nos enfants et y répondre de manière très engageante. Et cela va les encourager à poser des questions encore et encore. Même quand une question est posée plusieurs fois ? Oui, la répétition est clé. Bien évidemment, nous n'avons pas réponse à toutes leurs questions, mais on peut s'aider de la technologie et des plateformes existantes comme Internet, ChatGPT ou les médias pour réussir à avoir l'information. Il est aussi intéressant de montrer à nos enfants comment prendre en main la recherche d'informations et de distinguer les fake news, donc les fausses informations. D'ailleurs, pour réaliser ces recherches de manière très autonome, la plateforme tralalalaler.com propose de nombreuses ressources pédagogiques qui sont gratuites à destination des parents et des professeurs. Vous pourrez ainsi accompagner vos enfants dans la recherche et dans les bons usages du numérique. Utiliser du coup la technologie à bon escient peut donc être un atout puissant pour l'apprentissage ? Exactement. La technologie peut être un complément précieux à l'éducation. Avec les applications éducatives et les ressources en ligne, nos enfants peuvent apprendre qu'on peut apprendre en s'amusant et de manière interactive. En tant que parent, vous pouvez chercher des applications éducatives de qualité qui répondent aussi bien au centre d'intérêt de vos enfants qu'à leurs particularités. Pour tous les fans de jeux en ligne, il y a par exemple la plateforme Wiloki. Sur Wiloki, les enfants peuvent réviser le programme scolaire de manière très interactive. Il y a un univers féerique avec des jeux, des avatars, des quiz, des cadeaux à gagner. Et la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez tester la plateforme gratuitement. D'ailleurs, avec l'essor de la e-tech, il y a une multitude d'applications éducatives à découvrir, que vous pouvez d'ailleurs découvrir dans cette émission, comme notamment Mobidis dont on parle aujourd'hui. Évidemment, merci Milly. Et puis, donc ça veut dire qu'on peut apprendre de différentes manières, c'est ça ? Et oui, on peut apprendre de différentes manières. Et pour cela, il faut stimuler avec un environnement propice à la découverte et à l'exploration. Cela peut se faire aussi bien à la maison, en salle de classe et même à l'extérieur. En ce qui concerne l'école, les enseignants jouent bien sûr un rôle clé. Ils peuvent rendre l'apprentissage intéressant avec des méthodes interactives et avec des activités pratiques. Je l'ai moi-même expérimenté. En adaptant les leçons au centre d'intérêt des enfants, nous pouvons susciter de véritables passions pour la matière. Et à la maison, on peut également susciter l'amour de l'apprentissage. Lors des temps d'apprentissage, nous pouvons varier les plaisirs. Il est possible d'apprendre en chantant, en dansant et avec des défis
qui vont permettre aux enfants d'apprendre en s'amusant. Également, voir son parent apprendre de nouvelles choses permet à l'enfant d'agir par mimétisme. De cette manière, l'enfant ou le jeune comprend que l'apprentissage est vraiment l'affaire de tous et que ce n'est pas une corvée qui lui est uniquement destinée. La cerise sur le gâteau, vraiment, c'est de réussir à créer une véritable culture d'apprentissage en famille et apprendre des choses ensemble, parents, enfants. En faisant cela, vous allez créer des souvenirs communs, des souvenirs positifs autour de l'apprentissage. Et ça peut être par la lecture de livres en commun, en montant un meuble ou en cuisinant, par exemple. Avez-vous justement des idées en extérieur ? À l'extérieur, de nombreuses activités peuvent être proposées en fonction de l'âge de vos enfants, que ce soit le mercredi ou le samedi, et vraiment accessible pour tous les budgets. Pour ne donner qu'un exemple, il y a actuellement au cinéma le film The Creator, pour faire découvrir à vos adolescents l'importance du digital et de l'intelligence artificielle. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Sans vouloir vous spoiler, cette histoire se déroule dans un futur proche où humains et intelligence artificielle se livrent une guerre sans merci. Un soldat américain infiltré en Asie, du nom de Joshua, est en charge de retrouver une arme créée par une intelligence artificielle et la détruire. Mais il découvre que l'arme en question n'est qu'une petite fille de 6 ans. Voilà de quoi susciter l'envie de découvrir la robotique à nos jeunes. Et vous l'aurez compris, tomber amoureux de l'apprentissage part par plusieurs routines à mettre en place dans son quotidien, toujours en s'amusant. Et j'espère que toutes ces idées vous aideront à développer la culture d'apprentissage et à aider vos enfants à tomber amoureux de l'apprentissage. Merci beaucoup, en tout cas, Amélie Adaé. Et puis, au-delà des livres, on va parler justement des souffrances parfois que vivent les enfants dyslexiques, dyspraxiques et autres, justement dans la deuxième partie du talk avec notre invité. On l'a vu dans la première partie de l'émission, la personnalisation de l'expérience de lecture en fonction des besoins individuels des enfants permet considérablement de renforcer leur confiance en eux et puis leur enthousiasme aussi pour l'apprentissage de la lecture. L'intelligence artificielle, souvent décriée dans l'éducation, montre là tout son intérêt et sa puissance aussi pour accompagner chacun de ses élèves sur le chemin de la lecture. On continue d'en parler tout de suite avec notre invitée du jour, Anne Tay, directrice générale adjointe de Moby10. Anne, je voulais vous poser une autre question parce qu'au-delà des livres, effectivement, les enfants 10 souffrent aussi aujourd'hui de sujets d'accessibilité et de la lecture avec leur manuel scolaire. Vous travaillez effectivement, vous nous l'avez dit, avec un certain nombre d'acteurs de l'éducation, d'éditeurs aussi. Pensez-vous un jour, dans l'idéal, mettre fin un jour à justement ces inégalités d'accès chez les enfants, mettre à profit votre technologie aussi au service de l'éducation et de l'apprentissage de manière beaucoup plus générale que dans les livres, ce que vous faites déjà aujourd'hui? Oui, bien sûr. Je pense que l'idée, c'est vraiment de rendre n'importe quel support écrit accessible. Les choses bougent, les éditeurs développent aussi des contenus numériques qui se doivent aujourd'hui d'être de plus en plus accessibles. On essaie de les accompagner là-dessus. L'an dernier, on a sorti avec Nathan et Bordas une collection de manuels scolaires qui sont accessibles dans notre format numérique Frog. Et donc ça, c'était vraiment un gros projet de développement aussi technologique. Donc aujourd'hui, chez Moby10, on a une grosse équipe d'innovation qui se penche justement sur ces formats complexes pour pouvoir rendre de plus en plus des supports, quels qu'ils soient, écrits, accessibles. Je pense aussi à la bande dessinée, par exemple, mais bien sûr le manuel scolaire pour les apprentissages. Alors justement, de plus en plus d'éditeurs, vous le dites, vous sollicitent pour la réalisation d'adaptations de leurs livres. Estimez-vous aujourd'hui que la place des livres qui sont adaptés pour les enfants 10 est à peu près similaire à la place des livres pour les enfants qui n'ont pas ces difficultés d'accès à l'apprentissage de la lecture? Je pense qu'il reste encore beaucoup à faire. Aujourd'hui, nous, petit à petit, on développe cette offre de livres pour les scolaires. Bien sûr, on aimerait faire beaucoup plus. On aimerait que ce soit aussi peut-être une évidence que ces enfants, aujourd'hui, dans l'école inclusive, aient droit à des supports qui soient adaptés, sans que ce soit à chaque fois des arbitrages aussi qui doivent se faire, parfois sur des questions de budget, par exemple.
Il nous semble assez naturel aujourd'hui qu'on équipe les élèves avec des supports quand ils entrent en classe, quand ils entrent dans l'école, des supports qui soient adaptés à leurs besoins. Je pense que ce serait une grande avancée pour l'école inclusive. Est-ce qu'il y a aussi une question de coût? Est-ce qu'aujourd'hui, les livres qui sont adaptés pour les enfants 10 coûtent plus cher que les livres normaux? Oui, bien sûr, il y a une question de coût. On a un gros pôle de R&D, comme je le disais, qui déploie des projets pour justement à la fois aller plus vite, donc adapter plus vite un grand nombre de textes, mais aussi faire baisser le coût avec des outils automatiques en fait, qui permettent de traiter en masse du texte. Parce que notre défi, c'est un peu de passer de ce que faisait un orthophoniste ou un enseignant qui vient de manière individuelle aménager un texte en le photocopiant, surlignant, découpant la phrase en unités de sens, de rendre ça automatique dans une quantité de texte qui finalement est presque infinie. Et donc nous, nos ingénieurs travaillent à l'automatisation et pour ça, ils créent effectivement des algorithmes en intelligence artificielle qui nous permettent en fait de traiter automatiquement du langage. Et ce n'est pas une mince affaire puisque le propre des auteurs, c'est bien de tordre ce langage et d'inventer finalement des formes nouvelles de langage. Mais aujourd'hui, effectivement, c'est un vrai objectif de rendre ça simple, automatique, finalement industriel, quelque part, pour que ça devienne la norme. Alors, ça fait plusieurs années maintenant que vous êtes au cœur du réacteur du système éducatif en France. Comment est-ce que vous avez vu évoluer quelque part la perception des troubles 10 au sein des établissements scolaires, notamment depuis le lancement de Moby 10? Est-ce que les enseignants y sont désormais un peu plus sensibles? Est-ce que les parents aussi arrivent à repérer plus facilement ces troubles d'apprentissage chez leurs enfants? Oui, j'ai l'impression qu'il y a quand même du changement. Moi-même, j'ai été enseignante, mais voilà, il y a une dizaine d'années, et très sincèrement, je méconnaissais complètement cette question-là. Je pense qu'aujourd'hui, il y a davantage d'informations, même s'il reste encore certainement encore à faire. Je dirais qu'il y a quand même une réception, peut-être... il reste à faire, mais je ne pense pas que ce soit du tout le propre des enseignants, mais de manière assez globale, chez chacun d'entre nous, une petite révolution intellectuelle, peut-être copernicienne, sur la manière dont on peut percevoir les dyslexiques dans l'école et dans la société. Aujourd'hui, je dirais qu'ils sont vus comme peut-être une source un peu d'inconfort. Ah, il faut aussi s'occuper de ces élèves-là, ça va me demander plus de temps, plus d'efforts. Je crois qu'on peut aussi considérer qu'ils apportent quelque part, ils peuvent apporter plus de confort général à un grand nombre d'élèves et à l'école en général. C'est-à-dire que si on adapte l'école et l'environnement de l'école à ces élèves, d'autres élèves qui n'ont pas de troubles 10 vont aussi trouver une école plus adaptée à leurs besoins. Nos livres, comme je vous l'ai dit, sont utilisés par plein d'autres élèves qui trouvent ça très pratique d'avoir une bibliothèque numérique avec des possibilités de changement de police, par exemple, ou de l'audio dans leur poche et dans leur smartphone. Et on peut penser même plus généralement que dans la société, il y a plein d'innovations qui ont été créées pour des personnes en situation de handicap qui nous apportent aujourd'hui beaucoup de confort. Alors justement, effectivement, ce sera notre dernière question. Vous parlez effectivement de toutes ces nouveautés technologiques, l'accompagnement audio aussi des enfants atteints de dyslexie, dyspraxie et autres. La compensation audio, le fait de pouvoir entendre ce que l'on lit, c'est aussi quelque chose qui rend l'apprentissage de la lecture plus facile pour ces enfants? Oui, c'est vrai que c'est un moyen de contourner la difficulté et d'accéder malgré tout au texte ou à la consigne aussi de son exercice. Quand on veut faire des maths, c'est dommage de bloquer sur une question de lecture. Quand on veut faire un exercice, il y a un raisonnement mathématique, par exemple. Donc bien sûr, l'audio, c'est important. Nous, on le pense aussi comme un moyen de confirmation de la lecture visuelle. C'est-à-dire qu'en fait, sur nos livres, il y a un effet un peu prompteur, karaoké, j'ai envie de dire, qui va contribuer à dire à l'élève, oui, c'est bien ce que tu penses avoir lu ou ce sur quoi tu hésites. On vient de confirmer par l'audio que c'est bien ça, que tu as bien compris, et donc tu peux continuer ta lecture. Cet encouragement, c'est aussi ça qu'essaye de produire nos livres, et c'est sur cette motivation-là qu'on a envie
de travailler pour que les élèves lisent de plus en plus. Et ça change effectivement tout l'apprentissage de la lecture chez les enfants atteints de troubles 10, effectivement, parce que qu'ils aient été formellement identifiés comme ayant un handicap ou non, la clé, premièrement, c'est effectivement de déterminer correctement la nature et la source de difficulté d'un élève, mais c'est aussi et surtout de lui fournir un enseignement ciblé pour remédier à ses difficultés et augmenter le niveau de ses compétences. Et c'est justement ce que vous faites, Moby10. Et grâce à vous, on voit aussi que l'intégration de nouvelles technologies et notamment de l'intelligence artificielle dans le domaine de l'éducation s'avère être un véritable catalyseur de changement, favorisant un paysage éducatif aussi un peu plus inclusif. Et c'est important. Donc merci beaucoup, Anne Tay. Vous êtes la directrice générale adjointe de Moby10 d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Je voudrais remercier aussi Milly Adaé qui a été notre chroniqueuse du jour. Merci Billy. Merci à vous de nous avoir suivis et puis on se retrouve dès demain dans l'école du futur.